les antipodes. Bonsoir Twitch et bonsoir le podcast, je suis Yop et vous écoutez Le Rendez-vous de l'étrange, épisode 11. Et ce soir nous sommes en compagnie de Soline du podcast Crime Enragé. Bonsoir Soline. Hey, salut. Salut à tous. Et ça fait plaisir que tu aies accepté l'invite. Bon déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast ? Déjà, je suis trop contente d'être ici avec vous ce soir. Et mon podcast, c'est Crime Enragé. J'ai commencé en septembre, donc on a déjà plusieurs épisodes. Et donc, on va parler de faits divers, donc par thématique. La première saison, c'était sur les sectes. Et là, on part sur une deuxième saison sur les disparitions mystérieuses. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Disparition mystérieuse, ouais, je pense que ça rentre un peu dans notre, complètement. dans notre thème. Et du coup, j'ai écouté ton dernier épisode, l'affaire Méchino, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et c'était une affaire que tu vois, j'aurais bien aimé traiter. Du coup, je l'ai écouté, tu l'as traité très parfaitement. Du coup, je me suis dit, C'est gentil. j'aurais pas à la faire celle-là. C'est déjà fait, hop. C'est ça. Non, elle est hyper mystérieuse, cette affaire, elle est super intéressante. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est l'une des affaires qui a été les moins résolues en France. Il n'y avait vraiment aucune avancée. Pendant des décennies, on n'avait absolument aucun indice. Il n'y avait rien de concret. Donc, l'affaire n'a pas pu avancer. Et c'est l'un des seuls cold cases en France qui est comme ça, où il y a absolument zéro avancée, mais qui n'en reste pas moins mystérieuse, en fait. Donc, c'est ça qui est cool. Bah ouais. Et ce soir, tu vas nous parler de quoi ? Et ce soir, je vais vous parler d'une autre disparition mystérieuse aux États-Unis d'un jeune homme qui s'est retrouvé dans un endroit bien étrange, dans une situation bien étrange, et je vais vous raconter ça juste après. Trop cool. Moi aussi, je vais parler d'une disparition, et cette fois, on va partir en Australie. On n'a jamais retrouvé le corps. Par contre, on sait à 99% qui a fait ça. Ouais. Le problème, c'est que 99%, c'est pas vraiment suffisant pour entamer des poursuites. Il reste le dernier pourcent, donc on en parlera tout à l'heure. J'aurai aussi plein de choses importantes à vous annoncer, il y aura plein de trucs à vous dire quant à l'avenir du podcast en fin d'émission, donc restez vraiment jusqu'au bout si vous voulez tout savoir, ça va vraiment être cool. En attendant, nous on va y aller. Il me semble que tu m'avais dit que tu voulais commencer. Ouais, c'est ça, exactement. Faut baisser un peu le stress, je me suis dit, on y va. Donc c'est parti. Moi je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Joshua Maddox. C'est une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années 2000. Joshua Maddox, il est né le 9 mars 1990 à Woodland Park, dans le Colorado. Et ses parents étaient divorcés. Il vivait avec son père Mike et ses deux sœurs, Case et Ruth. Et en 2006, il y a quelque chose d'assez intéressant à savoir pour le contexte. C'est que malheureusement, l'un des frères, Zachary, s'est donné la mort à cause d'une dépression, et il s'est donné la mort alors qu'il avait que 18 ans, malheureusement. Donc c'est quand même un événement qui est assez intéressant à savoir dans cette histoire, donc je le mentionne juste ici. Ok. Donc pour vous présenter un peu le contexte, Joshua Maddox, c'est un jeune homme déjà de 18 ans qui est très joyeux dans la vie, il est assez positif, il est même considéré comme quelqu'un qui a une intelligence assez créative, c'est un peu un esprit libre, un peu bohème, il aime écouter de la musique, il aime faire les choses de ses mains, il aime écrire pendant des heures et des heures. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un d'assez libre, c'est quelqu'un aussi qui joue de la musique, qui fait de la guitare, qui est assez doué d'ailleurs. Et voilà, donc il aime aussi faire de longues balades pour s'inspirer dans son art avec ses écouteurs. Il aime bien sortir pendant des heures dans la forêt pour écouter de la musique, pouvoir s'inspirer dans des paroles, ce genre de choses pour sa musique. Et c'est ce qu'il fait. Le 8 mai 2008, il sort marcher un matin. Sauf que le soir, son père se rend compte qu'il n'est pas rentré. Il s'inquiète un peu, mais il se dit, il a 18 ans, et puis, même si c'est pas dans ses habitudes de ne pas prévenir, c'est quand même presque un adulte, enfin, on peut le dire, il a 18 ans, mais c'est un adulte, donc il peut faire un peu ce qu'il veut, entre guillemets. Mais voilà, c'est un peu étrange, mais on reste un petit peu détendu sur ce côté-là, du côté du père. Mais le lendemain,
il se rend compte qu'il n'y a toujours pas de Joshua. Ok. Là, il commence un peu à paniquer et à se dire que c'est un peu étrange. Donc, il appelle un peu ses amis, son entourage, voir si quelqu'un aurait pu le voir. Mais personne ne l'a vu depuis ces 2 jours-là. Personne ne l'a contacté. Enfin bref, c'est assez étrange et son père s'inquiète. Mais il se dit, bon, on va laisser un peu le temps de se décanter les choses. Et comme je vous l'ai dit, Joshua, c'est quelqu'un d'assez libre, d'assez bohème. Et il s'est un peu convaincu, le père, en se disant, bon, peut-être qu'il est parti quelques jours, une semaine peut-être dans une région et pouvoir un petit peu partir et il va revenir. Voilà, enfin, c'est peut-être juste ce genre de choses. Il est bohème, il est parti. Parce Et qu'il était du genre à faire ça, de bah, il partir était, une semaine sans prévenir. bah, il était pas du genre à faire d'aussi longues absences, mais comme il était du genre à, voilà, parfois, effectivement, découcher le soir et rentrer le lendemain, il s'est dit, bon, peut-être que c'est ce genre de choses qui s'est arrivé. Il y a peut-être eu une soirée. Bon, peut-être qu'il est resté dormir chez un ami, il devrait revenir, ou alors peut-être qu'il va revenir dans l'après-midi. Il est un peu inquiet, mais il se dit que devrait y avoir des nouvelles. Sauf que, comme vous l'aurez pu deviner, il y en a pas. Il y a pas de nouvelles pendant plusieurs jours et son père décide de déposer donc un rapport de police le 13 mai 2008, donc ça fait presque 5 jours après. Ah Et ouais. il déclare à ce moment-là, donc je vais citer, il dit je me suis levé un matin, Josh était là, il a décidé de sortir, puis il n'est jamais revenu de la maison. Le lendemain matin, quand je me suis levé, il n'était toujours pas là, j'ai appelé ses amis, personne ne l'avait vu, personne ne sait où il est. Donc là, à ce moment-là, il y a une enquête qui se met en place, il y a quand même des recherches, la police prend ses recherches assez au sérieux, sauf que c'est pas vraiment des recherches qui sont hyper rassurantes parce que de leur côté, la police, elle pense que c'est un suicide et non pas juste une disparition. Par l'histoire de son frère qui s'était donné la mort, les policiers se sont dit peut-être que c'est sûrement un suicide également, malheureusement, et ils sont plutôt dans la recherche d'un corps. Ah Mais ouais. son entourage, sa famille, ils sont vraiment catégoriques. Ils disent non, c'est impossible que ce soit un suicide ou ce genre de choses. Joshua n'était pas du tout malheureux dans sa vie, il était aimé, il avait des projets même un peu musicaux. Il n'était pas dans cette optique un peu, il n'était pas triste, il semblait pas avoir de dépression. Donc vraiment, tout le monde est catégorique sur ce point-là en fait, et même autour de lui, enfin ses amis, etc. Personne ne pense à vraiment un suicide ou ce genre de choses. Après, on connaît jamais vraiment les gens, mais Ouais, je suis mm, d'accord. C'est pour ça qu'il mais faut laisser le doute toujours et jamais dire bon bah c'est pas possible, il avait l'air très heureux ouais. quoi. Mais Déjà, ce que je trouve bizarre, c'est l'histoire des 5 jours là. Parce ouais, qu'on dit généralement qu'une disparition, c'est les premières 24 heures les plus je suis importantes. d'accord. Ouais. Là, c'est clairement mal barré. Je suis d'accord avec toi. Et d'un côté, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je me dis que, bon, déjà, d'un côté, il y a ce côté où je pense que le père, je pense pas que ce soit quelqu'un d'hyper réac, hyper strict, et je pense qu'il s'est dit, bon, il va revenir. Je pense qu'il s'est pas trop inquiété sur le moment. Et il y a aussi le côté, je pense, quand une personne disparaît. Alors, dans le Colorado, je ne sais pas si la majorité, elle est à 18 ans ou 21 ans, ça dépend des États. Mais je sais que quand une personne majeure est disparue, c'est aussi beaucoup plus compliqué de commencer à mettre en place des recherches. Donc après, peut-être qu'il y a eu des précisions comme quoi il serait venu avant et qu'ils auraient dit non, c'est pas encore, ça fait pas encore assez de temps qu'il a disparu. Ça, je sais pas, il n'y a pas eu de précision sur ce côté-là. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je sais pas, j'essaie de trouver des raisons Ouais. au père. À 18 ans, t'es considéré comme un adulte là-bas ou pas? Bah, ça va dépendre, en fait. Il y a beaucoup ce côté d'alcool Ouais, de ses 21 ans. ça c'est sûr, ouais. Mais je sais que dans plusieurs États, c'est 18 ans. Ah, c'est 18 ans a priori au Colorado, on nous dit dans le chat. Ouais, Euh, ok. donc effectivement, quand t'as 18 ans, on te cherche beaucoup moins, je pense. Enfin, quand t'es majeur. Ouais, c'est Et ça. On est beaucoup moins inquiet parce que je pense qu'il y a ce côté où, tu sais, t'as le droit de partir. Ouais, c'est ça. Tu Mm. peux disparaître du jour au lendemain sans donner de nouvelles et c'est considéré comme ok, en fait. Donc, je pense qu'il y a eu ce côté-là aussi où il y a eu peut-être un peu de décalage sur la mise en place de l'enquête et tout. J'ai pas eu de précision de ce côté-là, donc je vais pas en dire plus. Ok. Euh, enfin, voilà, il y avait ce côté où vraiment tout le monde dans son entourage, pour eux, c'était impossible que ce soit un suicide. Et même, c'était improbable que ce soit
quelqu'un qui aurait pu lui faire du mal parce que il connaissait pas d'ennemis spécifiques à Joshua, il était hyper apprécié de tout le monde, donc il y avait ce côté-là aussi où il savait pas vraiment qui aurait pu lui faire du mal. Et autres éléments aussi, Joshua ne prenait pas de drogue. Dans son entourage, voilà, il n'y avait pas ce côté, il ne prenait absolument aucune drogue, et il n'y avait pas de signe qui montrerait qu'il avait eu un trouble mental quel qu'il soit, donc, autre que la dépression. Enfin voilà, il n'y avait pas du tout ce côté-là. Après, peut-être qu'il y a eu et que ça n'a pas été détecté, mais dans les faits, on n'a pas ces éléments-là, et pour eux, il n'y avait pas du tout ces problèmes-là. Ok. Donc déjà, ça fait quelques petits éléments. Et en fait, ces sœurs, elles, pendant les recherches, elles s'étaient aussi convaincues, donc les deux grandes sœurs, elles s'étaient convaincues que leur frère, en fait, il était juste effectivement parti faire sa vie ailleurs du jour au lendemain, comme on l'avait dit. Elles préféraient penser que peut-être il allait essayer de faire sa vie dans un nouvel état, dans une nouvelle ville, essayer de vivre de sa musique, un petit peu partir du jour au lendemain avec sa guitare. En fait, elles essayaient, je pense, de se convaincre, mais... Pour se rassurer, ouais. Ouais, je pense qu'il y avait ce côté où vraiment elles se rassuraient. Et au fond, est-ce qu'elles y croyaient? Je ne suis pas sûre. Ouais, parce que ouais, est-ce qu'il était proche d'elle? Ben, ça, alors il n'y a pas eu de précision sur ce côté-là. Et après, vraiment, la description, comme quoi c'était quelqu'un d'assez, voilà, bonne d'esprit. Je comprends aussi cette démarche-là, mais je pense que c'était pour se convaincre plus. Et donc, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois, malheureusement, on ne va pas avoir d'avancée dans cette enquête. On ne va pas trouver Joshua. Et les années vont passer. 7 années exactement vont passer. Okay. Les recherches ont un peu continué, mais au bout d'un moment, elles se sont essoufflées. Il n'y avait pas du tout de preuves, donc forcément, ça s'est un peu effacé. C'est en 2015 que tout change. C'est le 6 août, précisément, qu'on fait une découverte terrifiante. On fait la découverte d'un corps momifié, retrouvé dans la cheminée d'une cabane, à 2 pâtés de la maison familiale des Madux. Ah ouais, juste à côté. Juste à côté de la maison familiale. Et cette cabane, pour en parler un petit peu plus, elle appartient à un monsieur qui s'appelle Chuck Murphy et qui a acheté cette cabane dans les années 50. Voilà, et son frère, il avait vécu dans la cabane jusqu'en 2005. Et voilà, donc entre 2005 et 2008, il n'y a personne qui a vécu dans cette cabane. Murphy disait lui-même qu'il mettait un peu des stocks de temps en temps, mais que personne n'avait habité cette maison. Et voilà, entre 2005 et 2008, personne. Okay. Il y allait de temps en temps juste pour ranger un peu des choses, mais il y allait assez rarement. Et d'ailleurs, il témoignera que quand il s'y rendait, il y avait les dernières années notamment une odeur épouvantable. Pour lui, c'était les rats, c'était la moisissure ou autre. Enfin, il s'est pas vraiment inquiété, mais c'est assez intéressant de savoir ça quand même. Donc en 2015, Murphy, lui, il décide de développer un projet immobilier sur son terrain. Il en a marre, donc il décide un peu de tout casser, de tout raser pour faire un nouveau projet. Il entreprend des travaux et ce jour-là, son équipe de rénovation a démoli la cabane. Et c'est là que l'excavatrice, lorsqu'elle commence à démolir la cheminée, elle trouve ce corps humain momifié qui est penché, donc pour vous expliquer, en position fétale. Et vraiment fourré avec ses jambes au-dessus de la tête. Donc sa tête est vraiment en bas en fait. Donc vous voyez le chemin de cheminée qui traverse le toit, les jambes en hauteur et sa tête en bas. Donc une position assez étrange, je pense qu'on peut tous se le dire. Bien sûr, il a immédiatement appelé la police et à leur arrivée, les policiers et le coroner du comté qui étaient accompagnés d'experts médico-légaux ont utilisé des dossiers dentaires pour identifier le cadavre et les résultats sont autres que ce disparu, malheureusement, de Joshua Madux. En gros, il était coincé dans le conduit. Il était coincé dans le conduit et à l'envers, donc vraiment la tête en bas et les jambes en haut. Il y a des photos, alors j'en ai pas préparé pour ce soir, mais je crois qu'il y avait une photo ou deux que j'ai trouvée sur internet, si jamais vous voulez voir, qui représentait un peu comment il était placé. Ok. Assez intéressant à voir. C'est un dessin, bien sûr, hein, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, donc là, les autopsies révèlent plusieurs choses. Déjà, de 1, Joshua n'avait pas de drogue dans son système. Le corps n'avait pas d'os cassé. Il n'avait pas non plus souffert de blessures par balle ou par couteau ou par une arme blanche, quelle qu'elle soit.
Bref, c'est hyper bizarre. Le coroner, lui, va déclarer que la mort de Joshua, elle n'était pas soudaine et qu'il était très probablement mort d'hypothermie ou de déshydratation. Ok. Sa mort, elle a été déclarée donc accidentelle par Bourne. Voilà. En vrai, on aurait pu dire que c'est pas si mystérieux que ça. Enfin, c'est un peu mystérieux, mais voilà, on aurait pu dire qu'il aurait pu rentrer par l'extérieur et se retrouver bloqué et ne pas pouvoir rentrer dans la cabane et mourir comme ça, en fait. Ouais, c'est la première chose qu'on se dit, effectivement, ouais. C'est ça. Sauf que c'est là où l'histoire, elle se complique, elle devient un peu plus mystérieuse. C'est qu'un dernier élément, c'est que Joshua, il ne portait rien d'autre qu'une espèce de chemise thermique longue, veste longue. Donc, il portait uniquement ça, rien d'autre. Juste ça. Juste ça, c'est-à-dire que le reste de ses vêtements, y compris donc son pantalon, ses chaussettes, ses chaussures, se trouvaient à l'intérieur de la cabane, soigneusement pliés, à côté de la cheminée. Et là, on commence à se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi il a été retrouvé de l'extérieur dans ce conduit alors que ses vêtements sont soigneusement pliés à l'intérieur? Ouais, c'est comme s'il il recherchait à rentrer, comme s'il avait été enfermé Et dehors. ça devient hyper étrange. Ben, je pense qu'il y a eu plusieurs théories à ce propos. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, parce qu'au final, c'est ce qu'on va pouvoir juste Bah oui. alimenter. C'est des théories, malheureusement. En plus, c'est l'hypothèse que le coroner Bourne dira, c'est que Joshua Madux, déjà, c'est quand même un grand gaillard. Il mesurait 1,82 m pour 70 kg. Et il aurait tenté de descendre la cheminée, mais si c'était vraiment le cas et qu'il se serait échoué, il aurait été trop loin, en fait, pour ressortir, puis pour aussi crier et que personne ne l'entende. Donc, il pense qu'il serait mort comme ça, bloqué, en criant des appels à l'aide et en restant décédé comme ça. Mais le mystère, c'est là, c'est pourquoi il serait entré par la cheminée pour arriver à l'intérieur du chalet si on a retrouvé ses vêtements soigneusement pliés dans le chalet près de la cheminée. C'est là le mystère, en fait. Et on ne comprend pas. Murphy, d'autre part, lui, il témoignera et il dira que c'est impossible que sa mort elle soit le résultat d'un accident. Pourquoi? Parce que dans la cheminée, en fait, dans le conduit, il y avait une grosse grille qui empêche le passage d'une personne de l'extérieur vers l'intérieur. Et il aurait fallu retirer cette grille qui est absolument lourde, qui est difficile à enlever, et qui a été installée là depuis plus de 30 ans. Ouais, elle y était là. Ah ouais, elle y était. Ouais. Alors, donc selon lui, quelqu'un aurait peut-être fourré Joshua dans la cheminée de l'intérieur, mais si tel est le cas, il aurait fallu au moins 2 personnes pour le pousser de la manière dont il a été découvert, parce que en plus, Joshua, il a été retrouvé, donc je le rappelle, mais la tête en premier, donc c'est-à-dire la tête en bas. Donc c'est hyper étrange, déjà logistiquement, Non, mais clairement. logistiquement, c'est très bizarre et comment le faire. Et il y a d'autres éléments ça s'arrête pas là, le mystère continue parce qu'il y a quelques autres éléments. C'est que déjà, première question, comment ça se fait que Murphy, donc le propriétaire de la cabane, pourquoi il n'aurait pas vu ses vêtements soigneusement pliés si pendant 3 ans, il aurait visité un peu la maison et à chaque fois, il ne voyait rien. Il s'est un petit peu expliqué en disant que 3 ans avant la disparition de Joshua, donc en 2005, il avait mis des barres d'armature en acier devant la cheminée pour en fait boucher le froid et sans doute limiter un peu les dégâts possibles avec le froid vu qu'il n'y allait plus souvent, donc sans chauffage et tout. Je pense qu'il voulait limiter un peu la casse. Et c'est de sorte à ce qu'on ne voyait pas la cheminée quand on y allait et c'est pour ça qu'il n'aurait pas vu ses vêtements. Donc Joshua, il serait entré, enfin voilà, c'est un peu mystérieux et surtout l'affaire elle va être encore plus mystérieuse parce que le coroner Bourne, lui, il va dire que en arrivant sur les lieux du crime, il va dire qu'il n'y avait aucune barre d'armature. Elle n'avait pas été retrouvée et la cabane en revanche, elle était sur une zone de construction et la barre, elle avait été démontée préalablement et retirée. Donc c'est sans doute la possibilité la plus probable, mais lui, il l'a pas vue. Et cependant, il y avait une énorme barre en bois qui avait été retirée d'un mur de la cuisine et placée, elle, devant la cheminée. Donc ça, c'est assez étrange. Donc il aurait vu ça. Et là, il y a un autre mystère, c'est qui y aurait aussi. Est-ce que la cheminée était vraiment couverte? Est-ce qu'il y a quelque chose à se cacher de ce côté-là aussi? Je sais pas. La théorie, ce serait que Joshua serait rentré de lui-même, il aurait enlevé ses vêtements, ses chaussures, ses chaussettes, puis il aurait grimpé dans cette cheminée. Et si oui, comment, si ce serait passé comme ça, comment
ce bar de bois se serait retrouvé devant la cheminée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Il y a eu une intervention de toute façon. voilà, c'est ça, c'est qu'il ne pouvait pas être seul. S'il est rentré dans cette cheminée, il y a bien quelqu'un qui a recouvert cette cheminée de la planche de bois. Donc c'est hyper étrange. Et malheureusement, malgré toutes ces incohérences, en fait, la cause elle va être déclarée comme une mort accidentelle, même s'il y a énormément de mystères autour de cette histoire. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de preuve. Alors, il y a eu une histoire d'un suspect quand même. L'un des suspects, apparemment, ce serait quelqu'un qui était assez proche de Joshua avant sa mort, qui s'appellerait Andy, donc Andrew Richard. Et apparemment, c'était l'une des dernières personnes qui aurait vu Joshua vivant. Moi, alors, j'ai pas eu l'information de quand est-ce qu'il l'aurait vu, mais apparemment, c'est l'information qui est sortie. C'est la dernière personne à l'avoir vu vivante. Et pas seulement ça, c'est que y a un témoin qui aurait dit que justement, ce Andrew se serait même vanté d'avoir poussé Joshua et de l'avoir même poussé dans un trou. Ok. Et sachant, alors quand on cherche un peu le passif de Andrew Richard, c'est pas n'importe qui, enfin c'est pas un monsieur comme ça lambda qui raconte sa vie et qui raconte ses petites histoires. Il a un passé criminel assez important, il a déjà attaqué des policiers, il avait déjà fait un braquage avec coups et blessures, et il avait déjà été accusé d'avoir poignardé une femme. Donc c'est quand même des choses qui sont assez... c'est pas rien. C'est quand même des choses qui sont assez horribles. Et il y a eu beaucoup d'histoires de ce côté-là. Il y a eu... on ne savait pas vraiment si c'est avéré ou pas, mais il a été suspecté dans cette affaire très longtemps. Et les amis de Joshua, eux, vont tenter pendant plusieurs années de faire enquêter la police sur Andrew, justement, Ouais. pour voir s'il n'aurait pas quelque chose à voir dans cette histoire. Mais malheureusement, la police a rejeté cette demande plusieurs fois. Elle n'a pas voulu creuser un petit peu plus de ce côté-là, donc on n'en saura pas plus. Mais c'est quelque chose que je voulais mentionner quand même parce que c'est l'une des seules théories qui tient vraiment la route, parce que les autres, on peut que les imaginer, on peut que en discuter. Voilà. Donc, Ils avaient sûrement rien contre lui, aucune preuve matérielle. C'est c'est comme ça. Murphy. C'est qu'un témoignage, voilà. Murphy a juste sa parole. Après, c'est quand même super bizarre qu'il ait rien remarqué en 7 ans. Ouais, c'est ça. Bah Mm. alors du coup, il y a eu jusqu'en 2005, son frère habitait dans cette maison jusqu'à son décès. Et donc du coup, entre 2005 et 2008, il a fait quelques allers-retours. Et c'est à partir de 2008 la disparition de Ouais. Joshua Madux. Et là, effectivement, c'était des allers-retours assez rares. Mais c'est vrai qu'en 7 ans, je trouve que c'est assez étrange. Et pour vous donner mon avis, je pense qu'il cache des choses et qu'il nous dit clairement pas tout. Je pense que peut-être qu'il a vu ou eu écho de certaines choses, mais c'est que mon instinct qui me le dit. Après, je sais pas trop ce que t'en penses, toi. Bah, je me dis qu'une cabane abandonnée pendant autant de temps, est-ce que c'était connu que c'était un squat ou pas du tout Il n'y a pas eu trop d'histoire de ce côté-là. Ils ont simplement dit que c'était vraiment une cabane qui était laissée à l'abandon. Ouais. Après, comme il y avait des stocks, etc., que Murphy mettait de temps en temps, apparemment, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des squatteurs qui viennent de temps en temps, mais j'ai pas eu de preuves de ça, donc je vais pas l'avancer. Ouais. Mais c'est vrai que il devait quand même y avoir une sacrée odeur, parce que t'as un cadavre Ouais. clairement dans ton conduit de cheminée, tu vois. Et justement, la question aussi, c'est est-ce que la planche de bois qui a été posée sur sur le trou de la cheminée, ça aurait été pas, je sais pas, peut-être pour au-delà de boucher et cacher le corps, peut-être boucher un peu l'odeur, enfin essayer de Mm. couvrir l'odeur comme on peut, je sais pas trop. Parce que celle-là, on sait pas qui l'a posée. Non, on sait pas du tout qui l'a posée. Donc, est-ce que c'est Murphy? Est-ce que c'est la personne qui était avec Joshua? Il n'y a pas eu, il y a pas trop eu d'histoire de ce côté-là. Il n'y a pas eu trop de précision. Mais je vous avoue, quand j'ai découvert cette histoire, elle m'a beaucoup, elle m'a presque obsédée à un moment parce que je comprenais pas et je comprends toujours pas Mm. comment il a pu se retrouver bloqué dans ce conduit de cheminée avec ses vêtements posés soigneusement à l'intérieur. Et même s'il y a des personnes qui ont peut-être été impliquées dans ce meurtre, ou alors dans ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé même dans ce cas-là? Est-ce qu'ils l'ont vraiment poussé par les pieds? Voilà, j'arrive pas à visualiser le truc en fait. C'est vraiment étrange. S'il y avait une autre personne sur le toit qui l'aurait poussé, ça explique pas non plus les vêtements. Ouais. Bah, alors, il y a eu, je sais pas si vous connaissez, bon, très sûrement, si vous êtes un peu adepte du true crime, la très fameuse Victoria Charlton qui avait traité cette affaire il y a plusieurs années maintenant.
J'avais vu sa vidéo et il y avait des choses qu'elle avait dit, mais j'ai pas voulu les redire parce que je n'ai pas trouvé les sources et je voulais pas, voilà. Mais effectivement, avec l'histoire de Andrew, c'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi peut-être que ce serait un couple homosexuel un peu refoulé qui serait allé dans la cabane ensemble, qu'ils auraient eu une dispute et que ce se serait mal terminé. Et justement, il y avait eu cette théorie comme quoi peut-être qu'ils se seraient disputés sur le toit et qu'il y avait eu une histoire où il y en aurait peut-être un qui avait poussé l'autre ou de l'intérieur. Mais c'est vraiment que des suppositions assez fumeuses, on va dire. Donc, mais on peut carrément débattre sur ça et alimenter un peu ces théories. Moi, je suis pour, hein, mais je trouve ça assez étrange, en fait. C'est assez intéressant, mais bon. Ici, on part sur une dispute. Ça pourrait peut-être être une façon de cacher le corps, de le glisser dans la Ouais. cheminée. Bah oui, en vrai, ça pourrait être vraiment un moyen. Et est-ce que aussi la question, c'est est-ce que la personne ne voulait pas peut-être brûler le corps et qu'elle a peut-être pas réussi ou je sais pas, mais je sais pas. Il y a peut-être aussi ce côté-là, peut-être qu'il voulait le faire disparaître complètement, qu'il Mm. n'a pas réussi, qu'il a abandonné là. Il y a vraiment trop de mystères dans cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. J'ai pas trop Ouais. regardé. J'étais concentrée sur raconter l'histoire de manière qualitative. Non, il y a Ennis qui dit qu'il va se disputer sur le toit. Mais moi aussi, je me faisais la même réflexion. Et c'est pour ça que Ouais. c'est pour ça que je me disais peut-être qu'il y a eu une dispute, que ça a mal tourné. Et du Ouais. coup, après, il l'a mis, je sais pas, il savait pas où mettre le corps sur le toit, Ouais, quoi. ouais, c'est. Bah, puis même, enfin, Par contre, faut quand même. Je sais pas comment il fait la cabane, mais grimper avec un corps, après, est-ce qu'il y avait une échelle? Est-ce que c'était simple? Il était pas très lourd. Enfin, bah, il faisait 70 kilos selon les descriptions. ouais. Mais en fait, la question, c'est. Enfin, dans les deux sens, qu'ils soient rentrés par l'intérieur ou par l'extérieur de la cabane, il y a beaucoup de mystères dans les deux sens. C'est-à-dire que même de l'extérieur, enfin, il y a encore cette histoire de grille aussi, mine de rien. Et la grille, enfin, c'est quelque chose, selon Murphy, qu'il aurait fallu vraiment enlever. Enfin, tu pouvais pas l'enlever comme ça depuis le bout de cheminée. Donc, c'est aussi ce côté-là qui est assez intriguant. Et donc aussi la rumeur sur le fait que Andrew et Joshua seraient peut-être un couple refoulé, Mm. enfin qu'ils étaient cachés aux yeux de tous et qu'ils voulaient pas se montrer. Et peut-être qu'il y avait une dispute par rapport à ça. Encore une fois, aucune preuve, donc on peut pas l'affirmer, mais ouais, même une dispute. Enfin, je sais pas à quel moment tu vas sur le toit. Enfin, À aucun et moment tu vas sur le toit, je pense, dans tous les cas. voilà, et il aurait été impossible. Je pense que si la personne, ou même deux personnes, moi, ça me semble impossible que deux personnes portent un autre corps ou une autre personne pour l'emmener sur le toit. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Mm. logistiquement, enfin, faut vraiment que ce soit deux personnes bien gaillardes, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas. Puis je sais J'ai pas, trop de questions. une cheminée, ça me viendrait jamais à l'idée de cacher un corps. Ouais, Enfin, surtout qu'il fallait le savoir qu'il y avait une trappe qui ouais, empêchait le corps de tomber bah c'est ça. dans la cheminée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui savait. C'est pour ça que Murphy, est-ce qu'il nous dit pas tout, en fait? Parce que, ouais, c'est vrai que personne Murphy, je n'aurait trouve pu. on l'a mis rapidement de On l'a côté en mis de fait. côté rapidement. Ouais, Mm. je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'ai pu voir un petit peu, alors il n'y a pas non plus 1000 détails sur cette affaire, non. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'entre le coroner et Murphy, justement, il y avait quand même des petits conflits d'intérêts. Enfin, je sentais qu'il y avait il y avait un peu des tensions, pas des conflits d'intérêts, mais plutôt des tensions entre eux parce que l'un et l'autre n'étaient pas d'accord sur leur version. Donc c'est aussi ça, mais je sais pas. En tout cas, j'espère que c'est une histoire qui vous a plu et j'espère que je t'ai fait un peu frissonner avec cette histoire de disparition et meurtre mystérieuse du coup. Bah carrément, c'était trop cool. Ok. Et ben écoutez, je crois qu'on va essayer de passer à la mienne. Yeah. Moi, je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu en 2017 dans le nord de l'Australie, plus particulièrement dans un petit village isolé qui s'appelle Larima. Et quand je dis petit village et isolé, j'insiste vraiment sur le terme, hein. En 2017, le village comptait seulement 12 habitants. Ok. Le téléphone capte pas là-bas. Le village le plus proche, il a 75 km. Et même dans ce village, tu vois, il y a 350 habitants. Ah oui, d'accord. Donc c'est Donc, vraiment, vraiment le ouais, coin. c'est paumé, on est vraiment au milieu de nulle part. Donc j'ai regardé quand même un petit peu ce qu'on pouvait faire à Larima. Il y a un hôtel, le Larima Hotel, 3 étoiles sur TripAdvisor, 3,9 sur Google Maps. On le connaît aussi sous le nom du Pink Panther Club, parce qu'il y a une panthère rose géante à l'entrée. On peut aussi donner à manger à Sam et Agro, les deux crocodiles de l'hôtel. Right. Je pense pas qu'ils soient comptabilisés dans les 12 habitants, mais c'est on jamais. Il y a aussi un musée classé au patrimoine de la Seconde Guerre mondiale. C'est un bâtiment de l'armée qui servait de répéteur téléphonique et de centrale électrique.
Il y a Ok. aussi une station-service abandonnée. Et vous pourrez aussi vous arrêter chez Fran pour déguster des tartes faites maison. Donc voilà un petit peu la vie de ce petit village. Et quand on se promène dans le village, ce que j'ai fait sur Google Maps en Street View, on sent que c'est un endroit vraiment isolé et que la population est assez pauvre quand même. Donc voilà, on a un petit peu le contexte. Donc si on vient à notre sujet, moi je vais vous parler de la disparition de Patrick Moriarty, que tout le monde Ok. appelait Paddy. Il avait 70 ans au moment des faits en 2017, et c'était un Irlandais qui s'était expatrié en Australie à l'âge de 18 ans. Dans sa jeunesse, il avait participé à pas mal de concours de rodéo, il travaillait dans des ranchs. Il a eu quelques relations, mais il semblait être célibataire depuis 2003. Il est arrivé à l'Arima en 2008, et en 2010, il a acheté justement la station de service désaffectée pour en faire sa résidence. Ok. Paddy avait une routine stricte. Tous les matins, il promenait sa chienne, qui s'appelait Kelly, jusqu'à la décharge derrière sa propriété. Il quittait d'ailleurs jamais sa maison sans Kelly. Ensuite, à 9h, il prenait son quad, avec Kelly à l'arrière, pour aller travailler à l'hôtel, le Larima Hotel donc, hein, à 300 mètres de chez lui. Et pendant toute la matinée, il s'occupait des tâches d'entretien, donc lessive, nettoyage, jardinage. Et l'après-midi, il sirotait des bières tranquillement sur sa chaise au bar de l'entrée de l'hôtel. Et il saluait les clients. Et ensuite, à 16h30, il reprenait son quad pour rentrer chez lui. Il pouvait rester parfois un petit peu plus longtemps s'il discutait avec des clients. Donc voilà, et vie simple, routine simple. Je pense qu'on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse, sa disparition. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé la journée du samedi 16 décembre 2017. Paddy et Kelly sont arrivés à l'hôtel le matin, comme d'habitude. Paddy s'est ensuite occupé de l'entretien de l'hôtel toute la matinée, comme d'habitude. Il s'est ensuite installé sur sa chaise avec Kelly à ses pieds, comme d'habitude. Une famille de touristes a d'ailleurs pris une photo de Paddy sur sa chaise ce jour-là. La famille a caressé Kelly et a même proposé à Paddy leur reste de poulet pour que Kelly les mange. Il a accepté. Ensuite, Paddy est allé voir son patron pour lui dire qu'il ne serait pas présent le lendemain, mais qu'il passerait quand même le midi pour emprunter une tondeuse à gazon pour sa propriété. Et sur ce, vers 18h30 environ, Paddy a enfourché son quad avec Kelly et on les a plus jamais revus. Ok. Hmm. C'est bizarre, là, juste ici. Ok. Tout s'est passé comme d'habitude, Sauf la fin, mais quoi. sauf la fin. Voilà, c'est juste ça. Ok. Les habitants de Larima se sont inquiétés assez rapidement pour Paddy, parce que c'est vrai que tout le monde le connaissait, hein, tout le monde connaissait ses routines. Alors des proches se sont présentés chez lui dès le lundi soir. La dernière fois qu'on avait vu Paddy, c'était le samedi. Donc on s'attendait à ce qu'il aille travailler à l'hôtel le lundi, donc ce qu'il n'a pas fait. Donc ils se sont rendus chez lui, mais aucun signe, ni de Paddy, ni de Kelly. On aurait dit que Paddy et son chiot avaient quitté la résidence très brusquement, au milieu du repas. Le portefeuille de Paddy était posé sur la table de la cuisine. La porte arrière de son domicile était déverrouillée. Alors que lui, dès qu'il sortait de chez lui, il verrouillait toujours ses portes. D'ailleurs, les restes de poulet qu'on lui avait donnés pour Kelly étaient encore au micro-ondes. La table était dressée avec de la nourriture dans les plats. Il y avait aussi des croquettes dans les bols de Kelly. Le lit était fait et le ventilateur était allumé. Il y avait une batte de baseball sous le lit. Ok. Là, c'est clairement pas. Enfin, c'est des éléments où clairement il y a pas de départ prévu. C'est un repas normal. Ouais, Enfin, vraiment. devrait Ok. être là, quoi. Il devrait être là. Voilà, c'est Mm. tout est en place sauf eux, quoi. C'est C'est ça. vraiment. Il y avait aussi un pluviomètre que Paddy vidait chaque fois qu'il pleuvait. Il avait plu le samedi soir et il n'avait pas été vidé. Ok. Voilà. Il y avait aussi sa casquette et son chapeau de cow-boy à l'intérieur. Et a priori, il quittait jamais son domicile sans quelque chose sur la tête. A priori, il avait un petit complexe de calvitie. Ok. Donc a priori, il s'est passé quelque chose qui l'a poussé à sortir rapidement de chez lui, sans même prendre le temps de mettre sa casquette, quoi. Il serait pas non plus allé très loin, car son quad et son 4x4 étaient garés toujours devant chez lui. Ok. Par contre, on n'a jamais retrouvé les clés du 4x4. Donc a priori, il devait les avoir sur lui lors de sa disparition. Les proches de Paddy n'ont pas forcément d'abord pensé à un crime. Ils ont commencé à le rechercher dans les alentours, mais ils n'ont trouvé aucun signe de lui, ni de Kelly d'ailleurs, hein. Les recherches étant infructueuses, ils ont appelé la police le mardi dans l'après-midi. Et elle est arrivée l'après-midi suivant, le mercredi 20 décembre donc. Ok. Ouais, on était 4 jours après sa disparition. Là, quand on disait tout à l'heure que les 24 premières heures étaient importants, là, ils avaient pas l'air spécialement très pressés, quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait un certain âge, il avait 70 ans, qu'il n'avait pas de famille,
Et du coup, je sais pas, personne n'était ultra pressé. Je ne sais pas. Ou peut-être que, enfin, parce que du coup, sa disparition, elle a été elle a été vite perçue par les autres villageois, tu m'as dit, c'est ça? En fait, a priori, il serait disparu le samedi et les gens sont allés le voir le lundi soir. Ok, donc son absence, elle a été vite perçue quand même au bout Ouais. de 3 jours. Bon, en plus, le village, tu m'as dit, ils sont pas beaucoup, ils sont 12. Donc, ça veut dire que clairement, là, quand même, anguille sous roche. Je suis impatiente de savoir un peu la suite. J'espère que tu as d'autres éléments pour nous aiguiller. En tout cas, la police a déployé aussi des efforts pour le trouver, Ouais, mais rien de plus, toujours aucune trace. D'ailleurs, si on se promène en Street View, on peut encore voir l'affiche de recherche de Paddy à son adresse. Après, le passage de la voiture de Street View, il datait de 2018, donc c'était encore, ça avait 1 an, quoi, c'était encore assez récent. ok. Au bout d'un moment, la police a quand même indiqué qu'il était de plus en plus improbable que Paddy et Kelly se soient simplement égarés et se soient perdus. Il était donc plus probable que la vie de Paddy ait pris fin d'une manière ou d'une autre. La question, c'est de savoir comment, quoi. Donc, une enquête a été lancée en 2018 et a été confiée à un coroner. Alors, comme en France, à ma connaissance, on n'a pas de coroner, hein. Donc, Non. je vais expliquer un peu son rôle en Australie, en tout cas. C'est un peu comme des juges, mais seulement sur les décès. Par exemple, les décès de causes inconnues, les décès violents, les homicides, les suicides, les overdoses. Ok. Chaque coroner a sa juridiction territoriale. Et du coup, on fait appel à lui si on est sur une affaire qui est liée à un décès, quoi. Par contre, contrairement à un vrai juge, il n'a pas le pouvoir de faire appliquer la loi. Par contre, il peut assigner des témoins à comparaître. Il peut aussi fournir des mandats de perquisition. Il peut aussi autoriser des examens post-mortem, exhumer des corps si besoin, ou même décider de remettre un corps à sa famille. Et donc, l'enquête menée par un coroner ne peut pas, par contre, déclarer quelqu'un de coupable du décès de quelqu'un, tu vois. Si Ouais. il remarque qu'il y a quelqu'un qui est très suspicieux et qu'un acte criminel a été commis, il doit escalader en fait l'enquête et la confier au directeur des poursuites pénales qui sera lui chargé de reprendre la suite du dossier. Ok. Donc, ils n'ont pas un gros pouvoir décisionnaire après, sur la suite des événements. Ils sont juste ils creusent un peu tout ça et une fois qu'ils ont quelque chose d'assez solide, ils vont. C'est ça. Ok. C'est comme ça que ça se passe en Australie. Je sais pas si le coroner a le même rôle dans tous les pays. Mais en tout cas, dans notre affaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Je tenais à l'expliquer parce que ça va être assez important en fait pour la suite. Donc, concernant notre affaire, elle a été confiée au coroner du territoire du nord de l'Australie qui s'appelle Greg Kavanagh. Il a conclu que Paddy était probablement mort d'un acte criminel la nuit même de sa disparition, le samedi 16 décembre 2017. Et je le cite, « À mon avis, Paddy a été tué, probablement à cause d'une querelle en cours qu'il avait avec ses voisins les plus proches. » Ok. On a une piste déjà. Ouais. Il a fait justement un dossier de 32 pages que je vous invite à lire. C'était plutôt intéressant. On le lira après l'enregistrement parce qu'il y a des photos. C'est assez cool à lire. Donc, dans ses conclusions, il raconte les relations entre Paddy et les différents habitants de la ville. Ils sont que 12, je vous le rappelle. Et sur ces 12, il y en a 2 qui se distinguent plus particulièrement dans la disparition de Paddy. Frances Hodges, que tout le monde surnomme Fran, et Owen Laurie, son jardinier. Ok. Donc, ce sont effectivement ses voisins les plus proches. On va commencer par Fran, 75 ans. Et si vous suivez bien, ce nom doit vous dire quelque chose, parce que je vous ai parlé des tartes maison de Fran que vous pouvez déguster. Effectivement, c'est la propriétaire d'un salon de thé, le Fran's Tea House, qui est situé juste en face de l'ancienne station-service où habitait Paddy. Il faut savoir qu'ils ont toujours eu des querelles. Ça a commencé lorsque Fran a divorcé de son mari et l'a expulsé de la maison. Donc Paddy, lui, s'était rangé plutôt du côté du mari. Et du coup, ça n'avait pas trop plu à Fran. À un moment donné, Fran a banni Paddy de sa propriété. En représailles, Paddy a érigé une clôture sur la sienne pour empêcher les clients du salon de thé à se garer, en fait. Ok. Donc Il a c'est également- vraiment, ça montait un peu loin. Ouais, il y avait plein de trucs. Il a mis une pancarte devant sa maison qui indique que les meilleures tartes de la ville se trouvent à l'hôtel et qu'elles sont 2 fois moins chères. Et du coup, sur Street View, c'est pareil, je l'ai vu cette pancarte. Elle était toujours là un an après sa mort, quoi. Mais j'ai pas trouvé par contre de photos récentes pour savoir si elle y était encore. Ah.
Ah, mais bon, ça devait être vraiment, ouais, c'est une bonne querelle, je pense, déjà, entre voisins, entre guillemets, parce que là, pour en partir à faire des grillages, des histoires comme ça et tout, je pense que ça devait vraiment être sérieux, quoi. Ouais, il y avait énormément de trucs entre eux. Paddy, par exemple, il disait à tout le monde que les tartes de Fran étaient minuscules et que c'était de mauvaise qualité. Il était allé jusqu'à accuser Fran, qui affirmait du coup que ses pâtisseries étaient faites maison, de vendre des aliments de supermarché surgelés réchauffés. C'est pas cool. Ah ouais, non, non mais il y a eu plein de trucs. Fran, elle pensait que du coup, lui et son ex-mari, ils empoisonnaient ses plantes. Ils coupaient les câbles de caméra de sécurité, provoquaient Ouais. des inondations sur sa propriété. Au Ok, cours, c'était vraiment pas rien, quoi. non, non, c'est pas rien. Il y a eu 7 années en fait de querelle avant la disparition. Et durant ces 7 années, Fran a appelé la police au sujet de Paddy à 10 reprises Ok. pour Pas diverses mal. infractions, quoi. En plus des accusations d'empoisonnement, alors elles n'ont pas pu être vérifiées par la police, donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est Fran qui a inventé des trucs. Mais Ouais. elle a aussi déposé d'autres plaintes. A priori, il changeait souvent la pancarte de son enseigne de ouvert à fermé. Ça, je trouve ça plutôt rigolo aussi. Il plaçait aussi des bouteilles en verre sous les pneus des voitures de ses clients. Ouais, Et ça. a priori, selon elle, il volait aussi de temps en temps des trucs sur sa propriété. Ok. C'était vraiment des trucs quand même assez forts, quoi. Ouais. Fran disait aussi que le chien de Paddy, donc Kelly, était souvent au milieu de la route ou sur sa propriété. Ok. Ah, et il y a aussi un autre truc. Alors ça, je pense qu'on va l'entendre qu'en Australie. Les deux se plaignaient également de corps de kangourous morts qui auraient été déplacés dans leurs propriétés respectives et ils se renvoyaient la balle mutuellement. C'est vrai? Vous avez d'accord là pendant un corps de kangourou qui faisait genre l'aller-retour pendant quelques temps? C'est ça. Et donc, ouais, je pense on n'aura pas ça en France, quoi, de notre C'est côté. vraiment un truc, c'est vraiment un truc culturel, je pense, ouais. Mm, Spécifique à l'Australie. mm. Donc, en 2016, Fran a demandé une ordonnance de restriction contre Paddy. La demande a été rejetée par la cour et Fran a été d'ailleurs condamné à payer à Paddy 500 dollars en frais de justice. À la suite de ce conflit, en septembre 2016, Fran et Paddy ont conclu un accord écrit qui exigeait que les deux parties restent civiles l'une envers l'autre en tout temps. Et Ouais. je vais vous lire un petit peu l'accord parce que je le trouve sympa. Nous, Fran Hodgetts et Patrick Moriarty, nous engageons à limiter nos interactions aux nécessités absolues, respecter la vie privée de l'autre, répondre à l'autre s'il fait un signe de main pour saluer, se sourire mutuellement, laisser les affaires passer au passé tant qu'elles ne se reproduisent pas, comme par exemple des dommages causés aux plantes ou à la propriété, des vols, ou d'interférer dans les affaires ou le business de l'autre. Donc voilà. Ok. En, en fait, ça donne un peu l'impression que ils sont allés dans le bureau du proviseur qui leur a fait signer un truc, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment le bon, ben maintenant on se parle plus, etc. On s'ignore, on fait comme si de On rien se n'était, sourit quoi. quand même, c'est important de se Ouais, sourire. mais c'est fou, quoi. Et en fait, je me pose la question, est-ce que c'est un truc. Enfin, je sais pas si tu as pu lire du coup dans ton rapport, mais est-ce que le coroner il précisait que c'était quelque chose qui se faisait ou c'était vraiment étonnant de faire ce genre de lettre un peu justement. Enfin, c'est quelque chose qui se faisait souvent ou c'est vraiment un truc déjà où il trouvait que c'était assez étrange et qu'il y a anguille sous roche justement à cause de ce type d'éléments-là? En fait, je pense pas que ça se faisait très souvent, Ouais, mais tu vois, on était affaire à deux vieux en fait. Il y en avait un de 70 ans, l'autre 75 ans. Ils se sont dit, bah, c'est vrai. on va tenter ça. Ça va peut-être Ouais, c'est marcher. vrai. Exactement. Je pense que c'est ça, t'as raison. En tout cas, Fran et Paddy ont signé ce document le 7 septembre 2016. En Ok. août 2017, Fran a embauché Owen Laurie comme jardinier pour sa propriété. Donc Laurie, c'est un boxeur de 70 ans à la retraite. Ok. Il vivait assez reclus depuis son arrivée à l'Arima. Il passait tout son temps soit sur la propriété du coup de Fran à travailler, donc à jardiner, soit dans son bungalow qui était aussi sur cette même propriété d'ailleurs, qui était fourni comme logement par Fran. Ok. Il a déclaré qu'il connaissait personne en ville à part Fran, et les habitants de la ville étaient d'accord. La plupart l'avaient jamais vu en fait. Ok. Et immédiatement après l'avoir embauché, Fran lui a parlé de la querelle en cours entre elle et Paddy. Et il a déclaré qu'il avait senti du glyphosate, un poison végétal, sur les plantes de Fran, donnant du crédit du coup aux accusations contre Paddy. Ok. Laurie
qui a admis plus tard que lui aussi il avait du tempérament. Il aurait dit à Fran qu'il assassinerait toute personne qu'il surprendrait en train d'emprisonner ses plantes. Il est un peu sanguin, hein? C'est un ancien boxeur. Oui, Ouais, forcément. peut-être. Il a aussi admis aux enquêteurs qu'il avait fait cette déclaration, mais il aura quand même dit que c'était une blague qu'il pensait pas. Il a aussi dit aux enquêteurs qu'il estimait que Fran était sujette au drame et à l'exagération, et ça m'étonnerait pas trop vis-à-vis de toutes les plaintes. Alors je sais pas ce que Paddy faisait vraiment, mais ça faisait beaucoup de plaintes, je trouve quand même. Ça fait beaucoup de plaintes pour que ce soit faux, en tout cas, et pour que ce soit peut-être exagéré, oui, mais pour que ce soit faux, non. Ouais. Malgré le conflit, Laurie a déclaré que lui et Paddy n'avaient jamais eu d'interaction personnelle jusqu'à quelques jours avant la disparition. Et là, ça devient intéressant. 3 jours avant la disparition de Paddy, le mercredi 13 décembre 2017, Laurie et Paddy ont eu une altercation verbale. Selon Fran, la veille, elle avait vu Paddy traîner un kangourou mort sur sa propriété. Donc toujours les kangourous. Je sais pas où ils vont les chercher. Bon. Vraiment. Beaucoup d'efforts quand même. Hein. Ouais. Le matin du 13, Laurie était donc chargée de déplacer le corps du kangourou, mais il a rien trouvé. Il a trouvé aucun corps. Donc est-ce que c'était une invention de Fran? Toujours est-il qu'il a croisé Paddy à ce moment-là, et que c'est justement à ce moment-là qu'il a eu une altercation avec lui, alors qu'il se trouvait de l'autre côté de la route. Laurie a dit à Paddy, je cite, de garder son putain de chien à la maison. Paddy lui a répondu de la fermer, et Laurie lui a dit de venir, tu vois, pour s'expliquer, mais rien de plus. Ils sont tous les deux retournés à leurs affaires, et aucune autre altercation n'a eu lieu. Donc ça, c'était la version de Laurie. Hein. À seulement 300 mètres de là, à l'hôtel, le barman a entendu la dispute alors qu'il était assis en train de boire son café tranquille, tu vois. Ouais. Dans son récit des événements, il se souvient avoir entendu des cris et des voix en colère, mais il ne pouvait pas entendre les mots exacts. Quelques heures plus tard, lorsque Paddy est venu à l'hôtel pour déjeuner, le barman l'a interrogé sur la dispute. Et donc, voici la version de Paddy. Laurie lui aurait dit, je cite, « Ferme la gueule de ce putain de chien ou je le ferai pour toi ». Ce à quoi Paddy aurait répondu, « Tu t'occupes de tes affaires, mon vieux, mon chien peut aboyer où il veut, ce sont pas tes affaires, ferme ta gueule ou je t'arrache les genoux ». Voilà, il y avait un peu de tempérament, Paddy. Ouais, aussi, hein. C'est pas très cordial quand même. Le barman a quand même averti Paddy de faire attention. On a quand même affaire à un ancien boxeur. Hein. Ce à quoi il a répondu, tout va bien, j'ai une batte de baseball. Bon, il n'aura pas eu le temps de l'utiliser au final. Hein. Cette histoire, cette fameuse batte de baseball. Exactement, on y revient. Maintenant, on a tout le contexte. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Paddy ce jour-là? Eh bien, selon le coroner, voici le déroulé de sa dernière journée. Le jour de la disparition de Paddy, le samedi 16 décembre, Fran et Owen avaient installé de nouvelles plantes et des dispositifs d'arrosage dans le jardin du salon de thé. Tandis que Paddy et Kelly suivaient leur routine quotidienne, ils sont arrivés à la maison vers 18h30. À un moment donné, après être rentré de l'hôtel, Paddy est sorti avec son chien. Alors, on ne sait pas vraiment de l'endroit où ils sont allés, mais il est probable que les nouveautés chez Fran aient pu l'attirer. Okay. Il a l'air un petit peu curieux, le Paddy, hein, pour tout ce qui se passe chez Fran. Ouais. Et les événements qui ont eu lieu après que Paddy ait quitté la maison ont conduit à sa mort, qui était, toujours selon le coroner, le résultat de la querelle des voisins. Okay. Mais les détails sur quoi et qui a exactement causé la mort de Paddy, ainsi que l'emplacement des corps de Paddy et Kelly, restent inconnus. L'enquête, elle est limitée à la fois par la portée professionnelle du coroner, comme je l'avais expliqué, hein, et par le manque de preuves matérielles. Okay. Et je dis bien preuves matérielles parce qu'on a quand même quelques documents intéressants, notamment des enregistrements audio captés par la police dans le bungalow de Laurie, qui est sur la propriété de Fran. Ils ont réussi à obtenir 8 enregistrements de Laurie qui révèlent le meurtre choquant et violent de Paddy et Kelly qu'il aurait lui-même commis. Alors, ces enregistrements, j'ai cherché, mais ils ne sont pas disponibles sur Internet, on ne peut pas les écouter. Okay. Mais dans le document du coroner, ils sont retranscrits. On y entend Laurie parler parfois tout seul, parfois à son chien, et d'autres fois il chante, en fait. Et donc, on a quelques citations intéressantes que je vais vous lire. « J'ai tué Paddy et frappé à la tête, je l'ai frappé sur son nez avec mon marteau. » Voilà, autre citation, toujours sur le marteau. «
Ils n'ont pas trouvé le marteau, donc ils n'ont rien contre moi. Voilà. Il a aussi fait une chanson à propos de son marteau, qu'il a chanté à la guitare, a priori. C'est un guitariste, Ok. Laurie. Je vais vous lire un petit peu les paroles de sa chanson. Peut-être qu'en fin de live, on la chantera si vous voulez tous ensemble. C'est un marteau tueur. Un marteau tueur. J'ai un tas de noix de coco baveuses. Elle roule dans la baie. Roule dans la baie. J'ai tué le vieux Paddy avec mon marteau tueur. J'ai frappé sur la putain de tête et je l'ai tué. Je l'ai frappé à la tête et je l'ai tué. Je l'ai frappé à la tête et je l'ai tué. Je l'ai battu. C'est terrifiant. Ouais. C'est terrifiant. Et dernière citation où il parle à son chien. Il lui demande, il dit Ruby, t'as fait quoi de mon livre? Je vais moi-même te tuer. Je tue des chiots. Je tue des chiots. Ok. J'ai beaucoup de choses là qui reviennent quand même. Est-ce que juste Laurie était quelqu'un de... Enfin, est-ce qu'il y avait des témoignages ou des choses comme quoi il serait... Est-ce qu'il est sain d'esprit? Est-ce qu'il a eu des troubles mentaux qui ont été détectés? Est-ce qu'il a été décrit par des... Non? Alors personne ne le Fran? connaissait vraiment, Ouais, c'est ça. à part Fran un peu, tu vois. Le problème, c'est que c'est pas dans la juridiction du coroner que de demander de faire une analyse approfondie sur une personne, Ok. donc il peut pas le faire. On a quand même une idée du personnage avec ses enregistrements. Ouais. Sacrée idée. Au cours de l'enquête, le coroner il a quand même fait écouter les enregistrements à Laurie, hein, qui s'est d'abord défendu en disant que la voix qu'on entendait c'était pas la sienne et qu'il avait aucune connaissance de la disparition de Paddy. Il a ensuite choisi de garder le silence pendant tous les autres interrogatoires de l'enquête. Fran, de même, a nié avec véhémence toute implication dans la disparition de Paddy. Elle a admis au cours de l'enquête qu'elle avait probablement menacé de tuer Paddy des millions de fois, mais elle a quand même insisté sur le fait qu'elle l'aurait jamais fait, et que de toute façon, son âge et son arthrite l'auraient empêché de commettre un tel crime. Le corps de Paddy n'a jamais été retrouvé, pas plus que celui de Kelly. Donc, étant donné justement que les conclusions du coroner ne suffisent pas à elles seules à engager des poursuites pénales, la question de la mort de Paddy a été renvoyée par le coroner au commissaire de police et au directeur des poursuites publiques pour donner suite à l'enquête. À l'heure actuelle, rien de plus n'a été révélé depuis la publication des conclusions du coroner qui date d'avril 2022 et aucune arrestation n'a été effectuée. Donc, en conclusion, on ne sait pas où sont les corps de Paddy et sa chienne. On est sûr à 99% quand même que c'est Laurie qui a commis le meurtre avec un marteau. Le marteau, d'ailleurs, il a pas non plus été retrouvé. Les enregistrements suffisent pas. Et on ne sait pas en fait si l'enquête a été prise en compte par une instance qui pourrait la mener jusqu'au bout. On ne sait pas si quelqu'un s'en occupe actuellement. Ok. Parce que peut-être qu'actuellement il y a quand même quelqu'un dessus. Mais elle a été envoyée dans tous les cas. Enfin, elle est entre guillemets dans une pile quelque part. Elle va être. On espère. Moi j'espère que Ouais. dans un prochain épisode j'aurai une conclusion à donner positive quoi. Ouais. Mais pour le moment on peut pas dire que l'affaire soit résolue. Le degré de mystère est quand même assez faible. Mais je trouve que c'est quand même assez étrange parce que la manière dont il a disparu. Alors certes, dans le village, il y a que 13 personnes, donc je pense que niveau témoin, enfin, il y a pire, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des endroits où c'est plus difficile, je pense, à cacher un corps. Mais je trouve ça assez dingue quand même, cette histoire. Et surtout que tu dis que il avait, enfin, de base, Paddy avait des habitudes très strictes tous les soirs, tous les jours, toute la routine, la journée c'est était un hyper homme stricte. très routinier, ouais. Voilà, et je trouve que ce côté-là, justement, ça donne 90% du ton, comme quoi c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose et que justement, c'est ce dont peut-être tu parles, ces histoires de voisinage qui auraient mené à bout toute cette histoire. Mais moi, l'histoire du chapeau, déjà, quand tu m'as dit il avait pas de chapeau quand il est sorti, alors d'habitude, il a toujours un chapeau, il a un peu. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc il a disparu, il n'est pas parti de lui-même, il a été tué ou quelque chose, ça c'est sûr. Alors, ça, c'est le genre de petits détails, je trouve, qui fait vraiment. Ces petits détails bêtes, mais qui font que vraiment, c'est ça, en fait, qui donne ce côté disparition. Non, ils n'ont pas disparu d'eux-mêmes, c'est quelqu'un qui a dû faire quelque chose, quoi. Et Nice qui dit ça me rend folle l'histoire des enregistrements inutiles. Ils sont pas inutiles. Enfin, ils pourront servir quand même plus tard. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que ça aille pas plus vite avec toutes ces preuves. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et sinon, pour finir quand même, a priori, Laurie ne travaille plus chez Fran, mais la vie continue quand même dans la petite ville de Larima. Le salon de thé de Fran est toujours ouvert. C'est son petit-fils Brent qui a repris l'activité depuis avril 2021. Et les avis sont bien meilleurs depuis que c'est lui qui est aux commandes.
Et quand j'ai vu là, les dernières photos, ça me donnerait bien envie de m'y arrêter, goûter une petite tarte et aussi vérifier l'ancienne station-service de l'autre côté de la route quand même. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci à toi, Soline, pour ton intervention. C'était super chouette. C'était avec plaisir et je me suis bien amusée avec ces 2 histoires qu'on a pu raconter. Ouais, t'as bien aimé. Et ouais, raconter un peu vos théories aussi, mais c'est vrai que c'est 2 histoires qui sont un peu mystérieuses, donc je suis hyper contente d'être là et merci à toi pour ton invitation. Bah, pas de problème. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ? Oui, tout à fait. Alors, c'est assez simple. Mon podcast se trouve sur Spotify, Apple Podcast, et encore. Et si jamais vous voulez suivre un petit peu les infos de mon podcast, c'est sur Instagram, crime-enragé, et vous allez trouver toutes les actus sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et il y a déjà une saison d'enregistrer, une deuxième qui commence ? Exactement, il y a déjà une saison. Ouais. Et la 2e saison débute. Là, on va avoir le 2e épisode. Si tout va bien, il sort vendredi prochain. Et donc, voilà. Là, ça roule, tout roule bien. Donc, je suis contente. Et j'espère que ce prochain épisode va plaire. Voilà. Ok, donc tu vas être obligé de ressortir un autre épisode. Parce que là, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, là, il sortira le vendredi d'après, le vendredi prochain. Donc, tu vas être obligé de faire 2 épisodes. C'est le boulot, ouais, c'est ça. En vrai, je me suis posé la question, mais voilà, je m'étais dit que c'était bien quand même de sortir un épisode. Et puis, en vrai, l'histoire, elle m'intéressait beaucoup sur celle que je voulais sortir. J'ai fait beaucoup de recherches dessus et je me voyais pas si je l'enregistrais pas dans la semaine, j'allais encore faire des recherches pendant des semaines et des semaines et ça m'aurait pris la tête en fait. Ça c'est le pire. Donc, voilà, donc je l'ai enregistré. En fait, ça m'a un peu parce que sinon je sais que j'allais rester dessus et ça c'est un des problèmes quand tu fais des recherches beaucoup sur une affaire qui te passionne. Tu t'arrêter en fait et faut savoir s'arrêter. Donc 2 épisodes pour le mois de février. C'est très bien. C'est très bien. Ouais. Alors moi pour ma part je vous avais dit en début de live que j'avais des choses à vous annoncer ce soir. La première annonce, c'est que c'est officiel, je suis passé en indépendant et je travaille maintenant dans le monde du podcast. Et donc mes activités elles se résument pour le moment en 2 socles on va dire. Le premier c'est celui que personne ne voit parce que ça consiste à travailler pour d'autres podcasts, les podcasts des autres quoi. Et le deuxième c'est ma propre activité podcastique comme Rendez-vous de l'étrange, Avant d'aller dormir, tout ça vous connaissez. Donc j'ai commencé à développer le premier socle. Merci le chat, c'est gentil. Donc j'ai commencé à trouver mes propres clients, donc tout se passe bien, ça va bien. Trop cool. Mais j'aimerais quand même développer maintenant le deuxième socle, donc mes propres activités. D'où, attention, la deuxième annonce. Le Rendez-vous de l'étrange n'est plus un podcast mensuel, terminé. Il y aura maintenant 2 épisodes par mois, un public et un privé. Yay. Trop bien. Ouais, ça va demander du taf, mais je suis bien pressé. Le public, il sera enregistré le premier vendredi de chaque mois sur Twitch. Donc à partir du mois prochain, parce que là, on n'est pas le premier vendredi du mois, je me suis craqué. Mais voilà, on aura un vrai rendez-vous, ce sera le premier rendez-vous du mois maintenant. Et le privé, lui, du coup, il sera pas enregistré en live. Il sortira directement sur Patreon le dernier vendredi du mois. Voilà. Donc si vous n'êtes pas Patreon, si vous n'êtes pas patron, ça change rien pour vous. Vous aurez toujours un épisode par mois. Mais sachez quand même que vous ratez dorénavant la moitié des épisodes. Donc voilà, je vous cache pas que c'est un peu un pari en fait de créer des épisodes seulement sur Patreon, parce que ça fait beaucoup de travail pour peu d'auditeurs. Mais si ça fonctionne, ça me permettra de tout simplement pouvoir continuer mes activités de podcasteur indépendant. Et puis l'argent généré retournera directement dans les productions des prochains épisodes. Ce serait le but. Voilà. Et l'OnlyFans du Rendez-vous de l'étrange, c'est pas encore au programme. Si vraiment c'est la galère, j'y réfléchirai. Mais donc voilà, en parlant d'argent, je voudrais quand même en profiter pour remercier Nadia Pinupch. Merci Nadia pour le sub de ce soir, pour ton 3e mois. Je voudrais aussi remercier les patrons existants, Rémi, Valentine, Xara, Vanille et Ingrid. Donc si vous souhaitez vous aussi entrer dans la famille et m'aider à pérenniser tout ça, c'est à partir d'€1 par mois pour avoir accès aux épisodes en avance,
et sans pub. Et à partir de 3€ pour avoir accès aux autres épisodes, donc les épisodes privés, des coulisses aussi. J'ai envie de mettre en place des coulisses. Ça coûte donc moins cher qu'un sub, ça coûte moins cher qu'un sub sur Twitch et ça vous donne accès à du contenu sans pub. Vous donnez aucun argent à Jeff Bezos, ça aussi c'est cool. Tiens, je vais mettre le lien pour me soutenir dans le chat et il sera aussi dans la show note. Donc voilà pour les annonces. Si vous voulez, pour ceux qui sont sur Twitch, si vous avez des questions, vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma nouvelle vie, on pourra en discuter juste après, il n'y a pas de souci. En attendant, si on résume, je vous donne rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour le live du Rendez-vous de l'étrange. Chaque troisième aussi vendredi du mois pour un live de lecture d'histoires flippantes, toujours ici sur la chaîne Twitch. Et chaque dernier vendredi du mois pour l'épisode privé. Le prochain parlera des histoires vraies derrière les films Annabelle et l'homme au masque de fer. Il a déjà été enregistré. Et petite dernière annonce plutôt cool. Là c'est vraiment la soirée des annonces. Le prochain épisode public, j'ai entendu un peu parler dans le chat à un moment donné d'Elisa Lam. On va revenir sur cette affaire. Pour ceux qui la connaissent, qui connaissent pas l'affaire, c'est une jeune femme qui était retrouvée dans la cuve d'eau d'un hôtel, le Cecil Hotel, il y a maintenant 10 ans. Eh bien, j'aurai avec moi quelqu'un qui séjournait au Cecil Hotel à ce moment-là. Donc, mais non. Et si cette personne sera là en live. Ce teasing de feu de Dieu. Ouais. Et elle répondra à toutes nos questions, donc n'hésitez pas à venir directement les poser. Ce sera donc le 3 mars à partir de 21h30. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci encore à toi, Soline. Merci à toi. T'hésites pas à repasser quand tu veux, t'es la bienvenue. Ça marche, avec plaisir. Et merci pour ton invitation. Et merci pour ce moment partagé qui était super cool en tout cas. Et à très vite. Ça marche. À bientôt tout le monde et puis prenez soin de vous. Bisous. Ciao.